Invités pour cette partie débrief de l'actualité. Bonjour André, Jean-François Beige était avec nous déjà dans la première partie. Acte 10 des Gilets jaunes, débat à Souliac dans le Lot. Entre ces deux rendez-vous, la France insoumise a choisi. Finalement, ils vont aller à Souliac. Oui, c'était pas. Enfin, ils vont y aller. Ils vont pas y aller pour participer au débat, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Ils vont y aller pour manifester. Pour manifester, voilà, pour essayer de perturber. Parce que vous avez entendu ce qu'il a dit, oui. Éric Coquerel. Il y a des militants de la France insoumise qui se trouvent proches des débats pour essayer de manifester, faire entendre leur voix. Absolument. Mais moi, je crois, et Éric Coquerel l'a bien vu, c'est que le premier exercice était plutôt bien réussi pour le chef de l'État. Donc voilà, ça perturbe, il n'est pas très content, et évidemment que la France insoumise n'a pas très envie que ça se passe bien, et évidemment que les critiques se concentrent encore et toujours contre le chef de l'État. Éric Coquerel a parlé justement de ce pouvoir qui est de plus en plus fort, mais en fait c'est le principe de la Ve République. Donc voilà, c'est pas. Alors peut-être que Emmanuel Macron incarne plus que d'autres, mais je ne le crois pas, ce pouvoir très vertical qui, aujourd'hui, est remis en cause, c'est vrai, par les Gilets jaunes, car les Gilets jaunes ont un certain nombre de revendications, mais plus fondamentalement aussi, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi avoir une marge de manœuvre sur leur quotidien. On parle de référendum, d'initiative, à l'exemple de ce qui peut se passer en Suisse, par exemple. Voilà, et donc, c'est intéressant. J'allais le dire à votre place. Pour moi, évidemment, qui suis suisse et dans un pays où on vote 4 fois par année et où ce type de débat a lieu, en fait, 4 fois par année à minima, c'est vrai que j'observe tout ça avec beaucoup d'intérêt. D'une certaine manière, la France s'essaye à la démocratie directe. À la démocratie suisse. Bon, voilà. Avez-vous fait un rêve, Jean-François Beige? Votre édito aujourd'hui dans le Courrier du Parlement, c'est la politique réveillée. Oui, j'essaye de penser tout ce qui... qu'est-ce que restera-t-il dans un an? C'est le rêve que j'ai fait. C'est-à-dire, nous sommes en 2020 et... Les européennes ont eu lieu depuis plus de 6 mois. Ont eu lieu et puis on s'est aperçu finalement que ça n'a pas changé grand-chose parce que, vous savez, le camp europhobe, etc., il n'est pas tellement plus en progression que lors de la dernière consultation où il avait marqué énormément de points, aussi bien les amis de M. Mélenchon que ceux de Mme Le Pen. C'est-à-dire, je pense que assez curieusement, ça ne changera pas grand-chose au résultat des européennes. Enfin, peut-être un peu plus d'aversion, parce que c'est une tendance européenne lourde, de méfiance vis-à-vis des institutions, mais c'est pas ça. Donc les Gilets jaunes ne vont pas changer trop les européennes. En revanche, je crois qu'elles vont peut-être que cette crise des Gilets jaunes va avoir une influence sur les municipales, parce que il y a un réveil de la politique lié aux Gilets jaunes, ce que disait très bien notre confrère. On est en train de découvrir la démocratie participative, la démocratie directe, et c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et ça, Emmanuel Macron doit faire très attention à ne pas asséner une parole pro-présidentielle en réponse à cette aspiration à la démocratie directe. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, a profité de cette manière participative de faire de la politique. Et une fois élu, il s'est glissé dans les habits, dans le costume de ce président de Ve République, oubliant en fait tout ce qui avait fait son succès. Et c'est ça qui est étonnant. Je pense que c'est difficile de dire de manière exacte qu'est-ce qui va se passer d'ici une année, voire d'en rêver. Mais sans doute que les effets de ce mouvement vont se sentir quand même, je pense, à long terme. Il y a un besoin malgré tout d'avoir un pouvoir qui est beaucoup plus décentralisé, car c'est ça aussi, je pense, le problème de la France, c'est un pouvoir extrêmement centralisé. Et la question de la démocratie directe, semi-directe, participative, elle heurte de plein fouet à un système politique vertical. Oui, mais regardez, on disait que il n'y avait plus de candidats pour être maire, que les maires sortants ne pouvaient pas se présenter. Eh bien, j'ai l'impression
que cela a basculé et qu'il va y avoir en peu de temps, parce que jusqu'il y a quelques mois, c'était vraiment problématique. Il y a beaucoup de vocation à s'occuper de l'intérêt général. Ou alors les gens sont incohérents. On ne peut pas manifester au rond-point et puis après ne pas vouloir être candidat à des élections, s'engager. On peut pas. Donc je pense que s'il y a une certaine cohérence, après avoir beaucoup discuté dans les ronds-points, eh bien il faudra discuter dans les conseils municipaux et les milieux associatifs. Un petit mot sur le Brexit. Il y a une internationale intéressante dans le courrier international d'ailleurs. Comment le Brexit a piégé la Grande-Bretagne. How Brexit trapped Britain. C'est vrai? Oui, je crois que le Brexit, il piège un peu tout le monde. En réalité, parce que on parle beaucoup des effets du Brexit et surtout de ce qu'on appelle un no deal, c'est-à-dire de pas d'accord pour le Royaume-Uni. Je pense que les conséquences pour l'Europe elle-même et en particulier pour la France peuvent être très importantes. On réfléchit toujours en termes de conséquences économiques pour le Royaume-Uni. Je pense qu'on sous-estime les conséquences pour l'économie française, pour le commerce, car une grande partie du commerce se passe quand même entre la France et le Royaume-Uni. Et là, je pense, enfin, on ne sait pas très bien ce qui va se passer d'ici 3 jours. Est-ce que les Anglais vont avoir envie à un moment donné de revoter, ce qui n'est pas évident, exclu. Puisque ce n'est pas exclu. Mais aujourd'hui, l'opinion reste encore très divisée. Mais Jean-François Beige, est-ce qu'au fond cette crise, depuis quelques semaines en France, ce débat national, etc., n'a pas occulté, au fond, ce Brexit, qui est un gros problème pour nous aussi? Ah, mais ça a occulté beaucoup de choses. On pourrait parler de l'affaire Ghosn, mais enfin, il y a aussi le Brexit qui va impacter les régions, c'était ça, qui va impacter les régions et qui va peut-être montrer assez d'effets négatifs pour réveiller un peu, au contraire, un sentiment européen, je pense. C'est un peu mon scénario. Mais en Grande-Bretagne, il ne faut pas oublier que les gens, c'est pas seulement une aversion. Les partisans du Brexit, c'était pas seulement des gens qui voulaient que l'Angleterre soit toute seule. C'est pas ça. Ils voulaient aussi faire exploser l'Europe. Parce qu'ils sont en général assez prétentieux dans les milieux financiers britanniques. La City s'était dit, mais s'il n'y a plus d'Angleterre en Europe, l'Europe va éclater. Et on va retrouver une Europe balkanisée dans laquelle on pourra faire du business avec notre livre sterling qui sera la monnaie forte. Et ben ces gens-là, ils sont en train de se tromper. Ils auront peut-être raison à très long terme, mais pour le moment, ils se trompent. Le Royaume-Uni, il ne faut pas oublier, ça reste une île quand même. Et donc, il y a un sentiment très fort autour de l'indépendance. Ça a été une grande puissance aussi. Je pense que tous ces sentiments-là ont pesé aussi dans le vote qui a eu lieu. C'est-à-dire que les arguments économiques n'étaient pas suffisants. Et c'est ce dont ils se rendent compte aujourd'hui, c'est qu'ils ont voté en fait sur leurs sentiments, sur leur envie. Ceux qui ont voté pour le Brexit sont les principaux. Ils en souffrent. Ils en souffrent. Ils vont souffrir. Merci beaucoup. André Crettelan, directeur d'information de TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse dans 200 pays, dans 17 langues. Merci Jean-François Beige du Courrier du Parlement. On passe tout de suite au Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, dans les émissions politiques, mais aussi dans les autres matinales ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce matin. Cette fois, la justice s'intéresse aux différents passeports qu'il a reçus quand il était conseiller d'Emmanuel Macron et surtout à l'utilisation qu'il a pu en faire après son licenciement de l'Élysée. Les enquêteurs travaillent aussi sur des soupçons de faux et d'usage de faux. Il est en garde à vue parce que la justice l'a décidé. Et nous, commission d'enquête parlementaire, on nous a assez mis en garde sur le fait qu'on ne devait pas interférer dans ce qui relève de la justice pour être très scrupuleux sur ce point. Patrick Stroda a également révélé que les passeports diplomatiques avaient été utilisés presque une vingtaine de fois après le licenciement d'Alexandre Benalla. Sans le rôle majeur de la presse, puis de la commission d'enquête du Sénat, à la différence de celle de l'Assemblée, tout ça n'aurait jamais pu apparaître, voire même, certains, rappelez-vous, en juillet, considéraient que nous n'avions pas à nous intéresser à cette affaire et qu'Alexandre Benalla était un brave garçon. Ça a un côté quand même assez lunaire. Et ça illustre le fait que, manifestement, quand on est proche du pouvoir, il faut un petit peu de temps quand on fait une bêtise pour que la justice commence à s'intéresser à soi.
Je suis un peu étonné de cette précipitation à le mettre en garde à vue. Est-ce que précisément c'est pour l'empêcher de répondre au Sénat, puisque vous le savez, à partir du moment où M. Benalla est pris dans une enquête judiciaire, alors le Sénat ne peut pas l'interroger sur les faits qui sont couverts par l'enquête judiciaire. Demain, le président sera à Souillac, où il va refaire un marathon. D'après ce que vous savez, on part sur 5, 6, 7 heures. Il y a des records à battre ou pas? Alors, je ne crois pas qu'on puisse vraiment donner un pronostic sur la durée. Vous avez bien raison. Voilà. On n'avait pas totalement prévu que ça durerait presque 7 heures dans l'heure. Oui, c'est quand même la possibilité de renouer le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. Et là, il y a une opportunité. Je veux dire, si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Ensuite, il y a certains de mes collègues qui se disent « Oui, mais est-ce qu'on ne va pas être manipulé ?» je ne veux pas l'entendre. Moi, je préfère prendre le risque. Parce que si on ne fait rien, c'est la catastrophe. Il a dit, j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, qu'on a jeté une bouteille à la mer, que M. Macron essaie de gagner du temps jusqu'aux élections européennes, que fondamentalement on ne pose pas les bonnes questions. Moi, j'ai lu la lettre aux Français de M. Macron. Il ne parle pas du chômage, il ne parle pas de la question de l'insécurité, il ne parle pas de l'Union européenne. Je crois qu'il y a des vraies questions qui ne sont pas posées aujourd'hui. Au cours des 12 mois qui se sont écoulés, vous avez connu, comme tous nos concitoyens, des joies et des peines et parfois des épreuves. Et pourtant, vous avez toujours été là, disponible, à tout instant, pour remplir les missions que je vous ai confiées. Voilà, troisième partie de notre émission dans un instant avec Territoire Sénat. À tout de suite.